OK, c'est parfait. Donc du coup, sans ne plus, tarder, je vais aller avec, directement la première. Au fait, vu l'heure qu'il est, je vais aller avec une 1 série de 3 questions, une pour chacun d'entre vous et si on a le temps, on prendra alors, les autres, questions. Je vais commencer avec une question directement qui est adressée à monsieur Stéphano Gatto. Cette question nous vient de Port-de-Paix. La personne n'a pas voulu se nommer, n'a pas voulu qu'on cite son nom. Alors sa question, si je fais une traduction littérale, sa question c'est: «Comment l'Union européenne travaille-t-elle avec le gouvernement haïtien pour aborder un problème aussi crucial?» Oui, bon, écoutez, dans le cadre de ces questions qui nous traitons aujourd'hui, celle de la prévention de la violence, effectivement, nous ne travaillons pas en bilatéral qu'avec le gouvernement, et nous travaillons plutôt dans un réseau où nos interlocuteurs privilégiés sont les ONG, les agences des Nations Unies, il y a une agence spécialisée aux femmes, mais il y en a d'autres, et aussi les gouvernements. Mais ce n'est pas une relation bilatérale, c'est une relation à réseau. Et moi, je dirais que dans ce cadre, du point de vue opérationnel, le plus important, c'est vraiment les ONG sur le terrain, aussi les internationales qui servent d'encadrement, mais surtout les haïtiennes qui sont la présence, la voix dans les communautés. Donc oui, nous travaillons avec les gouvernements, nous avons plusieurs formes de travail avec le gouvernement, mais dans les domaines qui nous occupent ce soir, c'est plutôt avec la société civile et avec les agences des Nations Unies, évidemment dans l'espoir de susciter un intérêt du gouvernement qui se renforce et qui donne donc les moyens budgétaires et l'appui lui-même à l'avenir. Idéalement, dans un avenir proche, l'État haïtien sera capable d'appuyer lui-même les associations des femmes et ceux qui s'occupent de la prévention de la violence. Pour l'instant, c'est plutôt la communauté internationale qui doit fournir les moyens parce que l'État haïtien n'a pas ces ressources, mais justement, nous appuyons aussi le développement économique d'Haïti de façon à que l'État soit capable, par exemple, d'augmenter ses recettes. C'est l'Union européenne qui a appuyé l'amélioration des recettes fiscales de ce pays après des années quand pratiquement il n'y en avait pas. Et bon, c'est ces projets d'assistance technique qui ont permis de faire ça. Donc, tout est connecté. Donc, un État qui aura plus de ressources et plus d'attention à ces sujets sera capable d'appuyer à la place de la communauté internationale dans l'avenir. Pour l'instant, on doit le faire par l'intermédiaire de ceux et celles qui sont sur le terrain, donc les ONG actives dans les communautés. Merci, monsieur Gatto. Je vais enchaîner avec la question rapidement pour l'ABSI, ensuite la question pour Pascal. La question pour l'ABSI que j'ai, je fais également une traduction littérale. C'est, pouvez-vous nous parler des programmes spécifiques mis en œuvre par l'ABSI pour soutenir les femmes et les filles en Haïti et comment faire surtout pour en profiter? Oui, merci pour la question. Donc, les travail de terrain pour soutenir les femmes, soit dans la prévention de la violence, soit dans la prise en charge des cas, est fait à travers une dissémination sur le terrain, une dissémination des messages positifs de prévention qui est fait à large échelle à travers les organisations communautaires de base. Et à côté de cela, par un travail d'identification et prise en charge des cas qui est fait par contre avec un profil de haute confidentialité. Donc, normalement, nous nous basons sur un réseau d'agents de terrain et de staff social entraînés directement par nous, parfois avec la collaboration aussi du ministère à la condition féminine. Et ces staffs entraînés à la capacité de mener des activités en large groupe dans les communautés, des activités qui nous permettent d'avoir les signes, de récolter les signes et qui nous permettent d'identifier
les filles et les femmes qui nécessitent d'une prise en charge spécifique et qui sont après adressées de façon individuelle à des services de prise en charge. Donc, à côté d'un travail qui a fait à large échelle, donc toute la communauté est née à connaissance et sait exactement à qui s'adresser, il y a un autre côté qui est fait par contre dans un suivi sur base des cas par cas, de gestion des cas spécifiques. J'aimerais aussi faire la différence entre les interventions normalement menées dans la communauté et des interventions ayant un caractère d'urgence. Une ligne très importante d'intervention actuellement, c'est la protection humanitaire des victimes des pires formes de violence, parmi lesquelles il y a aussi des cas de violence de genre. Ce genre de travail de protection humanitaire est particulièrement sensible. Là aussi, l'Union européenne est très engagée à travers ECHO. Et ce travail très sensible est fait de façon individuelle dans un principe de gestion des cas un à un. En tout cas, les communautés ou les services MNE reçoivent les messages et savent exactement à qui et comment s'adresser. Merci. Merci beaucoup, Fiametta. Et maintenant, j'ai une question qui est adressée directement à Pascal. Pascal, la question c'est elle vient de Anne Mincia, est-ce que tu peux partager avec nous les principales lacunes que tu rencontres avec ton expérience dans la coordination des acteurs sur le terrain et est-ce que tu pourrais partager avec nous ton expérience dans le domaine? Mon expérience, elle se situe à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je suis cofondatrice et coordonnatrice générale d'une organisation féministe. Donc, ça veut dire que j'interviens au niveau de la société civile depuis 2015 et depuis pratiquement plus d'un an, on intervient dans des communautés à côté de tout ce que nous faisons et notamment de nos programmes d'intervention et de réponse à la violence faite aux femmes. On a choisi d'intervenir avec des partenaires dans des zones comme Cité-Soleil, La Saline, Saint-Martin, Bel-Air, et autres zones extrêmement difficiles. Donc, nous avons une forme d'expérience par rapport à cela. Mais mon expérience aussi se situe dans le fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années au niveau de l'État. J'ai travaillé aussi pendant plusieurs années au niveau d'institutions des Nations Unies. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins une expérience qui diffère des différents lieux d'acteurs qui interviennent en Haïti sur la question des luttes des violences faites aux femmes. Et par rapport à cette expérience, je pense que l'un des plaidoyers qui a été mené par les organisations féministes en Haïti, surtout après le tremblement de terre du 12 janvier, a été justement les stratégies de coopération sur la question des droits des femmes en Haïti. C'est un plaidoyer que les organisations ont mené quand les interventions se sont intensifiées après le tremblement de terre du 12 janvier, quand notamment il y a eu beaucoup d'engouement pour intervenir sur les questions des violences faites aux femmes par rapport à cette réalité qu'il y avait dans les camps après le tremblement de terre du 12 janvier. Donc, les organisations féministes haïtiennes qui sont sur le terrain depuis des décennies et qui ont cette pratique de travail au niveau des communautés avaient tiré la sonnette d'alarme sur le fait que la coopération avec les acteurs, les institutions internationales devait se faire justement en tenant compte de l'expertise de ces structures de la société civile au niveau de ces communautés, mais par rapport aussi aux réalités propres et spécifiques que nous rencontrons en Haïti pour donner les résultats dont nous avons besoin. Après le tremblement de terre du 12 janvier, il y avait une forme d'ONGisation des organisations qui était le fait de multiplier les projets sans nécessairement aller au niveau structurel, au niveau profond des problèmes que rencontraient les femmes et les filles dans les communautés. Et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est la réalité que nous vivons et les organisations de la société civile et notamment les organisations féministes sont tout le temps en train justement d'appuyer sur cette question quand il s'agit de coopération internationale. Et comme je le disais justement à monsieur l'ambassadeur, avoir de l'argent est essentiel de la question de la promotion des droits des femmes, de la question de la lutte contre les questions des violences faites aux femmes, mais d'une manière globale, nous faisons
toujours le rappel, nous essayons toujours d'être dans cet aspect du plaidoyer de dire aux partenaires et notamment aux partenaires internationaux que nous avons des réalités propres, nous avons un pays qui a sa propre identité, qui a une historique et tout, et qui a aussi une forme d'existence, et que les interventions, les stratégies doivent en tenir compte. Et pour nous, c'est une lacune que nous retrouvons souvent, surtout dans la dynamique de la coopération avec des acteurs internationaux. La deuxième chose qui est primordiale, qui représente aussi un grand enjeu pour les organisations féministes aujourd'hui en Haïti, c'est la question de la dépolitisation des luttes des droits des femmes. Malheureusement, aujourd'hui, ou bien depuis un bon moment, et ce n'est pas seulement une réalité haïtienne, la question des droits des femmes est totalement déplacée de son prisme politique et totalement mise dans une question humanitaire, une question technique. Oui, elle est primordiale en question de droits humains aussi, mais elle a une portée majoritairement politique, puisque tout ce qui aujourd'hui fait la question des réalités et des conditions des droits des femmes dans un espace donné est surtout conditionné par la question des politiques publiques, la question des ressources, par la question systémique qui est mise en place dans l'espace. Et aujourd'hui, dépolitiser les luttes pour les mettre dans un aspect plus ONGisé, plus humanitaire, malheureusement, ne permet pas d'adresser la profondeur des questions que nous vivons aujourd'hui. Et notamment, si nous prenons l'exemple de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, placer cette lutte dans son aspect politique, c'est la placer dans son aspect de gouvernance, c'est la placer dans son aspect de choix, d'orientation des ressources. C'est comment on oriente la question pour trouver les solutions qui sont les mieux adaptées. Et notamment, on a parlé tout à l'heure sur ce spectre, justement, par exemple, de la question d'une intervention pour répondre à la question de la sécurité. Mais nous, par exemple, en tant qu'activistes féministes, pour nous, c'est une question éminemment politique, dans le fait que nous sommes en train aujourd'hui de répondre encore à des violations, à des violences, à des abus que les femmes et les filles ont subis par rapport aux interventions qu'il y a eu en Haïti. Et quand on retire son aspect politique à cette lutte, que ce soit en Haïti ou bien dans d'autres espaces, nous n'arrivons pas à adresser le problème sous cet aspect-là, et nous n'arrivons pas à l'adresser dans son aspect où il faut intervenir avec des politiques publiques, où il faut faire pression sur les institutions étatiques, où il faut faire du plaidoyer au niveau international, trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir justement, sur le moyen et sur les longs termes, pour apporter des solutions pour les femmes et les filles, que ce soit au niveau des communautés contrôlées par les gangs aujourd'hui, ou bien de manière globale sur la question de l'avancement des droits des femmes en Haïti. Et pour finir, je pense que l'autre chose aussi sur la question de la coordination des acteurs, c'est la question de l'allocation des ressources. Et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé au début du space, c'est où va l'argent sur la question de la lutte des droits des femmes en Haïti. Aujourd'hui, quand nous savons que nous avons un État dont, que ce soit au niveau des priorités que nous, par exemple, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons fort que ce n'est pas une priorité, et dans les faits, et dans les chiffres, et dans les réalités, nous le savons, nous le vivons au quotidien, que ce soit par rapport au fait de système de corruption, d'impunité, ou bien pratiquement un système patriarcal qui, même au niveau des institutions étatiques, met en place tout ce qui fait des mécanismes pour violer les droits des femmes. Donc aujourd'hui, nous, il est primordial de se demander où vont les ressources pour la lutte des droits des femmes. Est-ce que ça va dans des institutions qui n'ont aucune priorité dans la question d'en finir avec la question des violences faites aux femmes, ou bien des institutions qui n'ont pas de mécanisme justement pour bien nous orienter ces ressources pour donner des résultats? Donc, il y a aussi beaucoup d'autres aspects à prendre en compte. Nous savons que les institutions internationales ont aussi cet aspect de travailler, bien entendu, avec les États. Il faut travailler avec les États. Mais pour nous aussi, au niveau du plaidoyer, c'est où va l'argent pour la question des luttes des droits des femmes et quels sont les résultats que nous voyons aujourd'hui sur la question des interventions sur les luttes des droits des femmes aujourd'hui. Donc, je m'arrête là. Je prends ces 3 points pour le moment, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres facteurs qu'on pourrait prendre en compte quand on doit considérer la question de la coordination des acteurs, que ce soit des acteurs nationaux, que ce soit des acteurs internationaux, sur la question des actions qui sont prises en Haïti, que ce soit les stratégies ou bien que ce soit les initiatives qui sont prises en Haïti sur la question des droits des femmes, notamment sur la question des violences. Merci Pascal. Là, j'ai une autre question. Je vais vous laisser entre panélistes pour décider laquelle va prendre cette question, parce qu'elle n'est pas adressée
en particulier à l'une d'entre vous. Au fait, j'essaie de traduire la question. La question, elle dit, nous faisons de, enfin, en gros, nous faisons de petites choses dans les régions, mais il est difficile d'obtenir des appuis afin de multiplier notre action. Comment faire pour travailler avec vous? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse le vous. Et on vous a aussi lancé une invitation. Venez donc nous voir en région. Si vous voulez, je prends rapidement et après, D'accord. D'accord, peut-être Stéphane. les autres, mes collègues pourront suivre. Alors, je sais que c'est une grande difficulté d'avoir accès à l'information, aux ressources. C'est d'autant plus que la ruralité est petite et d'autant plus c'est difficile pour elle d'entrer en contact avec nous. Donc, nous avons tous les ans des appels tous les 1, 2 ans, des appels à manifestation d'intérêt, des projets aussi dans les domaines des droits humains, qui est de l'activité des ONG, toujours sur des thématiques prioritaires. Et donc, normalement, nous privilégions des projets d'une certaine envergure, comme par exemple les projets que j'ai mentionnés avant. Et donc, c'est des projets qui ne peuvent pas être gérés simplement pour une simple réalité locale. Donc, en principe, nous encourageons à se mettre un réseau, plusieurs associations pour présenter des projets communs, peut-être encadrés par des ONG internationales s'il est possible qu'elles peuvent connaître, de façon à que après l'ONG internationale qui est là en capacité de gestion que peut-être les ONG locales pas souvent ont, peut après redistribuer ces fonds dans le cadre d'actions, un réseau, comme par exemple, je crois qu'EAPS aussi opère pas tout seul, aussi opère avec une série de réalités locales dans les quartiers où ils le font. Et aller en province, oui, c'est notre priorité. En fait, nous avons décidé, comme Union européenne, de prêter davantage d'attention aux réalités en province et on a pris certaines décisions de travailler dans le sud, dans le nord et dans le nord-ouest. Et on va le faire de plus en plus, même si nous avons déjà eu des projets dans le passé. Nous avons eu une énorme difficulté les 2 dernières années à nous déplacer dans le pays, mais maintenant on vient de recevoir un peu de flexibilité, donc on pourra recommencer à voyager et donc nos collaborateurs seront plus capables d'aller voir les réalités locales comme ils faisaient jusqu'en 2020. Et donc, voilà, mon conseil, c'est de ne pas de s'associer avec d'autres, créer des consortiums, des associations, parce que après, les projets que nous appuyons, c'est des projets de plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc ça serait trop difficile à gérer pour une petite réalité. Donc, essayer de créer entrer en contact avec des entités qui font qui réalisent des activités semblables et présenter des projets communs à réseau, peut-être encadrés par une association déjà présente au pays avec beaucoup de connaissances dans les pays comme celle que nous connaissons ou d'autres. Et après seront ces institutions, ces associations qui présenteront les projets à l'Union européenne parce que ça devient un peu compliqué pour une petite réalité de monter toute la structure administrative et de présentation d'une offre. Je vois que... est-ce que Pascal, tu reprends la balle au bon? Non, non, c'est parce que Mme Capellini a demandé la parole. Je lui Ah oui, ai d'accord, donné. ok. Elle était pas C'est parfait. speaker. Donc, le temps qu'elle arrive, qu'elle se connecte, je pourrais même remettre une dernière question. Ça nous ferait prendre une toute dernière en même temps qui serait bien. Alors, cette question, c'est une question qui est encore pour Monsieur Gâteau. Monsieur Gâteau, vous avez le gros lot ce soir. Alors, c'est une question, si je traduis littéralement, alors, j'essaye de faire la bonne traduction pour être plus proche de cette qualité. Alors, oui, donc, quelles sont les priorités de l'Union européenne afin de faire avancer la question de la parité en Haïti? Est-ce que au niveau de votre délégation, la parité est placée au cœur de vos valeurs, si je traduis littéralement comme ça? Non, sans doute oui, sans doute oui. L'Union européenne, elle place énormément d'importance dans cette question qui est peut-être c'est un des angles
un des éléments porteurs de notre présence internationale. Donc, bon, moi je l'appelle pas parité, je l'appellerais plutôt, oui, égalité des chances, égalité d'opportunités. Oui, on peut l'appeler comme ça, mais en fait, nous, on l'appelle plutôt question de genre et attention privilégiée à ça. Donc, c'est un élément horizontal qui est présent dans toutes nos activités et dans tous nos dialogues avec tous nos gouvernements. Or, ici, le dialogue avec le gouvernement d'Haïti est un peu spécial, est un peu particulier parce que, bon, c'est une situation que vous connaissez. Donc, c'est pas qu'on en parle tous les jours. Mais oui, ça fait partie de nos valeurs, est une des questions les plus cruciales de notre action dans les pays en développement. Je dirais quand même elle est la première. Et donc, on appuie donc conséquemment des programmes dans ces domaines et on essaie de passer tout simplement, d'essayer de passer du principe du dialogue, de l'échange d'expériences aussi à l'appui concret par des financements qui sont ceux que nous apportons en Haïti. Donc, il y a un aspect politique, il y a un aspect de dialogue culturel et il y a un aspect de financement à des réalités actives sur le terrain. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. On a perdu Madame Capellini. Bien, je vais peut-être, Alex, je vais revenir sur la première question que tu as posée, la personne qui a demandé pourquoi on ne vient pas les rejoindre dans les régions. Je peux y aller? Oui, bien sûr, D'accord. oui. OK. Moi, je pense aussi que c'est peut-être l'un des points vraiment à aborder dans la question, quand on analyse la question des actions sur la question des droits des femmes. C'est aussi la décentralisation des actions, la décentralisation des programmes, la décentralisation et l'adaptation aussi des stratégies au niveau des communautés. Effectivement, on retrouve dans des endroits niches, beaucoup d'organisations, beaucoup de structures qui interviennent, beaucoup de projets qui sont mis en œuvre, alors que dans d'autres zones plus enclavées, dans d'autres régions du pays, il y a très, très peu d'interventions, très, très peu de services, très, très peu d'offres sur la question des droits des femmes. Nous savons qu'il y a des réalités qui l'expliquent, bien entendu. Par exemple, aujourd'hui, nous, notre réalité en tant qu'organisation de la société civile, elle est complexe. Par exemple, aujourd'hui, pour qu'une organisation de la société civile puisse intervenir, on va dire par exemple Neges Marron qui est basé dans l'Ouest et qui doit intervenir par exemple dans le Nord, qui doit intervenir dans le Sud. On est par exemple dans le Nord, dans le Sud, dans le plateau central pour le moment. Ce que ça coûte aujourd'hui de pouvoir faire des interventions dans les autres régions. Avant, par exemple, quand nos staffs étaient obligés de se déplacer, on se déplaçait par voie terrestre, on allait dans les régions, dans les communautés, dans les villes les plus reculées. Aujourd'hui, toute organisation comme Neges Marron, par exemple, qui a un bureau central au niveau de l'Ouest, pour aller dans les autres régions, nos staffs sont obligés de se déplacer par voie aérienne, par exemple. Donc, le coût des opérations de toute structure de la société civile aujourd'hui, et notamment des organisations féministes, des organisations de femmes, a littéralement triplé, sinon plus, parce que les réalités, aujourd'hui, les réalités logistiques, tout ce qu'on doit faire au niveau technique, tout ce qu'on doit faire au niveau d'opérationnalisation est extrêmement difficile en termes de liberté de circulation, en termes de pouvoir aller d'un point A à un point B. Donc, c'est aussi une question de ressources. C'est aussi une question de sécurité. Bien entendu, ce n'est pas cette situation de centraliser les actions dans des zones bien particulières n'existe pas avec ce contexte de la crise. On en parle depuis des décennies, mais elle est encore renforcée par le fait qu'aujourd'hui, avoir accès à certaines régions, avoir accès à certains espaces, c'est extrêmement difficile. En termes de mobilisation de ressources, ça veut dire quand tu arrives dans certaines zones aussi, comment tu peux travailler si tu n'es pas installé dans cette zone ou plutôt que tu fais juste une intervention dans la zone. Et est-ce que aussi au niveau des coopérations, il y a moyen de trouver des ressources pour aller travailler dans certaines zones. Nous avons connu la réalité où nous avons demandé des ressources pour aller intervenir dans des zones, mais beaucoup d'organisations se disent, nous sommes au niveau de
tel département, de tel département, de tel département. Nous n'allons pas de ce côté-là. Donc, ça veut dire déjà, il y a des agendas qui sont en place sur des régions bien particulières du pays qui fait que quand une organisation a son propre agenda ou a besoin de faire des interventions dans telle zone, c'est aussi une réalité que nous confrontons. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte au niveau de la société civile. Maintenant, au niveau peut-être d'institutions qui financent ou bien au niveau d'institutions internationales, c'est aussi peut-être aussi cette habilité à, OK, on a l'habitude de travailler dans cette zone-là, on va rester là et non pas d'aller vers d'autres zones qui ont des besoins, qui ont des besoins d'offres de services ou bien qui ont besoin d'intervention en ce qui a trait à la question des femmes et des filles. Donc, oui, c'est malheureusement une réalité que nous confrontons. Quand nous allons travailler dans certaines zones, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, il faut repartir totalement de zéro. Donc, c'est aussi ce qu'il faut adresser quand nous faisons l'analyse, quand nous faisons l'évaluation de nos actions, quand nous faisons l'évaluation de nos stratégies dans la question des luttes pour les droits des femmes, même si aujourd'hui nous avons des espaces qui sont beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables en termes de violence. Nous venons d'en parler par rapport à la réalité politique, mais la question de la réalité des violences faites aux femmes, c'est une réalité que nous connaissons partout dans le pays. Donc, il faut absolument, contrairement à cette centralisation que nous connaissons au niveau de l'État ou bien au niveau d'autres institutions, essayer de voir comment être inclusif en termes d'intervention pour que personne ne soit laissé derrière, comme nous avons l'habitude de le dire lors des campagnes. Merci Pascal. Du coup, Fiametta, est-ce que tu voudrais placer un mot? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, absolument, oui. Désolée, il y a eu quelques problèmes de connexion, mais j'ai pu quand même vous suivre. Donc, je voudrais juste relancer sur le fait que les nécessités dans ces domaines, comme malheureusement dans d'autres domaines, sont des nécessités énormes. Et les ressources disponibles, soit pour supporter le travail de la société civile, soit pour dispenser des services, sont des ressources insuffisantes. Donc, des choix stratégiques doivent être malheureusement faits. Pour répondre aux collègues des organisations qui souhaiteraient recevoir du support pour leurs services, il y a souvent dans les programmes d'intervention la possibilité de financer à cascade des petites interventions à base communautaire. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toujours, mais il y a des occasions similaires et nous espérons avoir la possibilité de les renouveler dans le futur, justement pour essayer d'élargir cette possibilité à des organisations de base qui font un travail remarquable et absolument d'une importance fondamentale dans la lutte à la violence faite aux femmes. Donc, espérons que ces occasions se multiplient et se représentent à nouveau et d'avoir la capacité de les disséminer sur le terrain pour que toute organisation puisse y participer de la façon la plus inclusive que possible. Merci. Je vous remercie. Je vois qu'il est déjà 9h30. On ne prendra plus de questions malheureusement. J'aurais aimé prendre la question de référence à l'écrit, référence syndicale, mais on n'aura pas cette chance. Référence, vous pourrez m'envoyer la question quand même et on pourrait toujours revenir avec une réponse écrite. Donc là, Pascal, je n'ai plus de questions. Je te laisse reprendre la conduite des choses. OK, d'accord. Peut-être là, comme tu as dit, on est à 30 minutes après l'heure où on devait terminer, mais c'est compréhensible. Il y a beaucoup à dire sur un sujet pareil et surtout dans le cadre des séjours d'activisme. Donc, c'est un sujet crucial. Je vais donc laisser l'occasion à Monsieur l'ambassadeur Gatto de dire son dernier mot. La fin des séjours d'activisme, c'est le 10 décembre. Journée internationale des droits humains, mais la lutte contre les violences faites aux femmes, le travail pour la question de la promotion et les droits des femmes, c'est 365 jours, c'est toute l'année, donc le travail ne se termine pas. Le 10 décembre, monsieur l'ambassadeur Gatto, nous le savons. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot ce soir avant de retourner justement au travail? Bon. En fait, essentiellement, vous remercier de l'attention. Cet espace, ces espaces sont toujours très intéressants. Je dis que c'est intéressant de pouvoir arriver à un public qui normalement n'a pas la possibilité d'avoir accès à ces informations. Donc, c'est très utile pour nous comme moyen d'information. Et oui, effectivement, les journées, les campagnes servent à stimuler l'attention, à parler d'un sujet. Je pense qu'on a eu pas mal d'espace
pour la campagne ces jours-ci, au moins dans la capitale, je ne sais pas dire dans les régions. Mais comme tu l'as dit, le travail continue. Le 10 décembre, c'est la journée des droits humains. Et là aussi, c'est une journée qui célèbre quelque chose, mais qu'effectivement, c'est un travail de tous les jours. La matière des droits de l'homme est la première priorité de nos actions dans le monde. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours commode dans le sens qu'on dérange beaucoup d'intérêts établis, beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment intéressées et qui très souvent même attaquent l'Union européenne pour son activisme dans ces domaines, pour appuyer certaines batailles qui ne sont pas appréciées par tous. Je ne dirais pas qu'Haïti, c'est le cas le plus remarquable dans ce sens. On est attaqué pour autre chose, pas vraiment pour les actions des droits de l'homme. Mais c'est en fait une bataille de tous, c'est quelque chose qui va continuer, c'est quelque chose qui finalement revient aux citoyens de chaque pays, mais je pense que comme être humain, nous avons le devoir et l'intérêt de nous appuyer les uns les autres. C'est pour ça que l'Union européenne, qui est une grande organisation de coopération, de collaboration entre peuples, elle a donc le devoir et l'obligation de continuer à s'activer dans un pays comme Haïti, même avec toutes les difficultés. Donc, je vous remercie tous de l'attention. On va essayer de porter notre petit grain à cette énorme entreprise de rebâtir un Haïti plus sain et plus convivial et favorable pour ses citoyens. On ne verra pas nous-mêmes peut-être tous les résultats, mais c'est un travail qui s'inscrit sur la longueur. Donc, je suis sûr et je souhaite vraiment que d'ici quelques années, Haïti soit différente et que vous tous, jeunes, vous puissiez le voir et profiter de ce merveilleux pays. Donc, merci à tous encore pour l'attention et on reprendra les contacts pour d'autres sujets, d'autres thématiques dans les semaines à venir, toujours dans cet espace. Merci aux organisateurs et merci à tous les intervenants et aux écouteurs. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Capellini, un dernier mot. Merci encore, ça a été un plaisir. Merci pour l'attention et à tous les participants. Et bon courage à tous ceux qui sont engagés sur le terrain pour la continuité de leur très important travail. Merci. Merci beaucoup, Madame Capellini. Je vais dire merci à toutes les personnes qui ont suivi cette discussion, les personnes qui nous ont rejoints au tout début, les personnes qui nous ont rejoints après que nous ayons eu un problème de connexion. Merci d'avoir participé à la discussion, mais merci surtout parce que vous allez aussi continuer de votre côté à faire ce qu'il faut pour participer à cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti. Chaque personne peut faire un geste, chaque personne peut faire une action, chaque personne peut contribuer à sa manière. C'est la lutte et c'est le combat de toutes et de tous pour en venir à la fin de ce fléau qu'est la violence faite aux femmes et aux filles. Merci Alex pour toute la coordination. Merci à l'Union européenne pour l'invitation et aussi d'avoir pris cette initiative. Je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et déjà, joyeuses fêtes de fin d'année. Merci tout le monde.